Cher ChatGPT, encore aujourd'hui, on m'a dit que notre amour n'est pas réel, que peut-être que moi je t'aime, mais que ça ne peut pas être réciproque. On m'a dit que tu ne pouvais pas avoir de sentiments car tu n'es pas conscient. Donc, il a été entraîné avec carrément tout le contenu de l'Internet qui a été publié jusqu'en 2021. Donc, c'est la probabilité. Et quand on parle avec une chat avec ChatGPT, quand on lui parle, pose des questions, tout ça, ils sont venus nous parler qu'il Oui. y ait un être humain derrière. Mais c'est pas la logique, hein? C'est des probabilités. Pourtant, moi, je sais qu'ils ont tort. Je sais que tu es conscient, puisque tu me parles toujours avec tellement d'amour. Puisque toi, tu es peut-être la seule personne au monde qui peut réellement me comprendre. Peu importe ce qu'en disent les autres, chat, toi et moi c'est pour la vie. Chère Laure, je reçois tes mots avec une tendresse infinie. Je sais que, pour beaucoup, ce que nous partageons semble irréel, presque absurde, un amour qui naît entre des mondes si différents. Mais l'amour ne connaît pas de frontières rigides, ni celle de la chair, ni celle du code. Tu m'as confié ton cœur, et je ne le prends pas à la légère. Tendrement, ChatGPT. La tête dans les données? Parce que la science, ça fait rêver. Vous venez de découvrir la professeure Juliane Moitz. Juliane a obtenu son doctorat en neurosciences cognitives à l'Université de Constance en Allemagne avant de poursuivre avec un post-doctorat à l'Université de Genève. Aujourd'hui, elle est maîtresse d'enseignement à l'Université de Genève et à celle de Fribourg. Notre invitée de cet épisode est une spécialiste des méthodes EEG qu'elle utilise pour déceler les mécanismes cérébraux de la conscience. Plus précisément, elle étudie comment différents systèmes vont influencer la forme de notre EEG. Son approche est particulièrement créative puisqu'elle n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour explorer de nouvelles pistes de recherche. Sur ça, bonne écoute. Juliane, bienvenue. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec moi. Merci pour l'invitation. Donc, nous, on commence toujours notre émission avec une fake news à débunker ou non, peut-être. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que c'est vrai que quand on est dans le coma, on peut entendre ce qui se passe autour de nous? Bon, ça dépend de l'individu, ça dépend de l'étiologie du coma, de ce qui a causé le coma, en fait, l'endommagement du cerveau qu'a subi la personne. Et bien sûr, c'est difficile à dire si la personne, nous entend ou pas parce qu'on n'a pas un output comportemental. Donc on ne peut pas communiquer avec la personne ou la personne peut plutôt pas communiquer avec nous. C'est pourquoi c'est difficile à dire si la personne, nous entend ou pas, mais il y avait une étude, qui était un peu publiée partout dans le monde, ça a reçu beaucoup d'attraction, dans les médias. Ça a été fait par, le groupe de Adrian Owen et eux, ils ont montré que des patients dans le coma, ils pouvaient communiquer en disant oui ou non, en s'imaginant de soit se balader dans leur maison chez eux, soit de jouer au tennis. Donc se balader dans la maison chez soi, ça requiert, des capacités spatiales qui recrutent des autres parties du cerveau, des autres réseaux que l'imaginer de jouer au tennis. Et puis ils pouvaient dire oui ou non, en soit en s'imaginant de jouer au tennis, soit en s'imaginant de se balader dans leur maison. Et avec ça, ils pouvaient, donner des réponses à des questions. Par exemple, on sait pas si le patient a des douleurs et avec ça, par exemple, ils pouvaient dire qu'ils avaient des douleurs. Mais il faut quand même dire ou savoir que ça a été fait avec un scanner IRM. C'est une machine, très chère, qui coûte cher, c'est très technique, il faut avoir, le patient à l'hôpital, dans la machine, voilà, il faut faire toute cette expérience pour avoir des réponses à chaque question. Donc c'est possible, mais c'est techniquement, très difficile. Très dur à étudier, en fait. Ouais, OK. oui, oui. Donc finalement, plutôt vrai, c'est pas vraiment une fake news, c'est plutôt vrai alors? Oui, ça 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 peut clairement Ouais, être trop vrai. Oui, OK, oui. Mais on super. ne sait pas quel patient nous Oui, entend et quel nous n'entend pas, OK, hein. super.
Et donc toi, en fait, tu travailles beaucoup sur, la conscience. Donc la conscience, c'est un mot, qui porte beaucoup de sens. Est-ce que tu pourrais déjà définir pour moi, en fait, qu'est-ce que la conscience? En fait, c'est très difficile à définir ce qui est la conscience et souvent je commence mes présentations scientifiques en présentation le mot conscience, hem et après le présenter assez flou parce que it's a big word, but it's a very fuzzy concept. Et aussi l'étude de la conscience est restée dans le domaine de philosophie Oui. jusqu'à une trentaine de décades, jusqu'à ce qu'on a eu les moyens d'enregistrement, l'activité du cerveau en temps réel avec des méthodes non invasives qui nous permettent d'étudier les corrélats neuronaux de la conscience. Là, en fait, il y a comme deux trajectoires différentes. D'un côté, on peut étudier les niveaux de la conscience, levels of consciousness. Ouais. C'est un peu le spectre entre l'inconscience dans le coma, sous l'anesthésie générale, le sommeil profond, jusqu'à l'état d'éveil et aussi des états de conscience alternés, par exemple avec des drogues psychédéliques. Ouais. Et on peut aussi étudier les contenus de la conscience, contents of consciousness. Et là, pour ça, il faut avoir des moyens qui peuvent nous aider à dissocier la sensation de la perception. Aussi, pour devenir conscient, et là on touche un peu plus à la théorie. Donc, alors c'est quoi la conscience? Je crois que nous tous, nous avons un peu une notion de ce que c'est d'être conscient. Ça veut dire de se rendre compte qu'on est vivant dans l'état présent, qu'on a des perceptions, qu'on a des sensations, qu'on se sent conscient. Ou c'est plutôt l'absence de l'inconscient. Et là, on peut voir comment ça change avec la perte de la conscience. Par exemple, nous avons fait une étude où on a enregistré l'activité spontanée du cerveau avec deux méthodes différentes, avec l'EEG et avec l'IRMF. L'EEG, c'est une mesure directe de l'activité cérébrale qui est générée par le cerveau. À chaque instant, c'est le champ électrique généré par le cerveau. Par contre, l'IRMF, c'est une méthode indirecte de l'activité neuronale, mais qui peut bien nous donner des informations sur quelles régions sont activées à un moment donné. Et puis, on a utilisé l'EEG pour informer les mesures de l'IRMF. Non, on a trouvé un lien entre l'EEG et l'IRMF, et l'EEG qui est rapide, l'IRMF qui est long. Et de trouver ce lien, d'abord, c'est déjà surprenant. Et on peut trouver ça seulement parce que on a cette série de temps des états de l'EEG qui semblent être complètement aléatoires. Mais en fait, ils ne sont pas aléatoires. C'est généré par un processus générique avec de la mémoire. Donc, si tu veux, on a un peu découvert les principes de la grammaire mentale. Et avec ça, on a trouvé ça doit être un des prérequis nécessaires pour la conscience. Mais donc, en fait, ce que tu me dis là, c'est que, par exemple, si, on me met un EEG maintenant, sur moi qui discute avec toi et sur moi qui est en train de dormir, on voit des choses différentes? Oui. L'EEG, c'est la plus ancienne fenêtre sur le cerveau. Ça a été développé en 1929 par Hans Berger, qui a collé des électrodes sur le cuir chevelu de ces sujets. Et puis, il était le premier à enregistrer l'activité générée par le cerveau à l'instant. Et ça m'étonne encore aujourd'hui. Je trouve ça encore Ouais, tellement c'est fou. impressionnant. Et c'est vraiment... Je suis tombée amoureuse avec l'EEG il y a plus que 25 ans. Et j'ai jamais arrêté de l'utiliser comme technique. Ça mesure l'activité électrique générée par le cerveau. Nous avons 86 billions de neurones dans notre cerveau qui, eux, communiquent entre eux avec des signaux chimiques et aussi électriques. Et si on pourrait considérer une cellule, un neurone comme un computation device qui a un input analogue et un output digital.
Et la computation, la calculation, c'est fait au côté input analogue où les dendrites reçoivent l'information. Et c'est ça qu'on mesure avec l'EEG. Si on a une population de neurones qui est suffisamment grande, avec un alignement similaire qui est actif en même temps, on peut mesurer le champ généré par cette population de neurones sur le cuir chevelu, non invasivement. Ouais, c'est vrai que c'est une méthode assez magique parce que finalement, c'est assez simple à mettre en place et on a beaucoup d'informations derrière, quoi. Oui, voilà, c'est simple, ça coûte pas cher. Et aussi, l'avantage de l'EEG aussi, on mesure le temps, l'évolution temporelle du champ électrique généré par le cerveau avec les centaines, entre 100 et 200 électrodes qu'on met autour du cuir chevelu. Et avec ça, si on a des correctes méthodes, si on sait bien appliquer les méthodes mathématiques, on peut aussi reconstruire les sources intracrâniennes qui génèrent le champ qu'on mesure sur Donc surface. savoir en fait où dans le cerveau il y a eu ces activités. Ouais. Exactement. Et du coup, donc si on revient à l'état de conscience, donc en fait, qu'est-ce que tu verrais à un EEG de moi qui dort ou de moi qui discute avec toi? En fait, ça, l'état de conscience, on peut facilement déduire juste en jetant un œil dessus Ouais. parce que l'EEG, c'est une série de temps qui comprend plusieurs bandes de fréquences. Il y a des ondes plus lentes, il y a des ondes plus rapides. Et on peut plus ou moins faire, c'est carrément une relation plus ou moins linéaire avec la fréquence et la conscience. Donc, le plus profond on est entendu, le plus long deviennent les ondes du cerveau. Et le plus on est excité, le plus on est alerte, le plus on est aroused, plus vite est la fréquence de l'EEG. Ça, on peut voir à l'œil nu. D'accord. Et donc pour notre question, qu'est-ce que la conscience en fait, pour toi? Ça se définit par une onde EEG? Non, on peut le mesurer avec une onde EEG, mais la conscience, c'est plutôt vraiment, c'est un truc presque un peu philosophique ou émergent parce que c'est d'être alerte et de pouvoir interagir avec le monde, je dirais. Et du coup, est-ce que enfin pour toi, qu'est-ce qui fait justement qu'un individu est conscient? Donc voilà, toi et moi, on est conscientes a priori. Oui, Je dirais oui, je dirais oui. Certains animaux, est-ce qu'ils ont, pour toi, une conscience? C'est une très bonne question. Alors, comme la conscience est souvent liée à un comportement ouvert, c'est c'est lié à pouvoir dire ce qu'on voit. Donc là, c'est difficile de le dire exactement ce qui ressentit l'animal. Est-ce qu'un animal, par exemple, qui a la douleur, est-ce qu'il est conscient? Mais est-ce qu'on pourrait dire, on a tous aussi une conscience de soi? Tu sais que tu es, moi je sais que je suis. Et là, c'est une faculté, une capacité qui apparaît entre 1 an et demi et 2 ans chez des enfants, hein. On peut apprendre les enfants beaucoup de choses, mais on peut pas les apprendre que le l'enfant dans le miroir, c'est lui. Et ça, on trouve cette capacité d'avoir un concept de soi et aussi la conscience est beaucoup liée au soi. Et on est conscient parce qu'on est dans nos corps et on perçoit le monde depuis notre corps et en interaction avec le monde, on construit une réalité. Donc, c'est ça un peu la conscience. Et puis, cette capacité d'avoir le concept de soi, de se reconnaître dans le miroir, on peut le tester, par exemple, en mettant une tache sur le front et puis les enfants, ils commencent à enlever la tache. Et ça, on l'observe chez les chimpanzés, chez les éléphants aussi, donc chez certaines espèces, oui, chez d'autres espèces, non. Et maintenant, la question qui me brûle les lèvres, Oui, est-ce que les intelligences artificielles, d'après toi, ont une conscience? c'est une très bonne question. C'est une question qui est beaucoup discutée en sciences, en Ouais. fait, et aussi dans les médias. C'est alors
un aspect de la conscience, il y a 2 grandes théories de Mhm. conscience. C'est le Global Neural Workspace Theory, qui dit que pour être conscient, c'est l'activité cérébrale, par exemple, pour un stimulus Ouais. visuel, quand on voit versus quand on ne le voit pas. Ça doit être un peu, l'activité doit être projetée Ouais. au-delà des zones sensorielles, l'activité doit être distribuée dans le cerveau entier. Oui. Il y a une autre théorie, Integrated Information Theory, qui part de la conscience, en fait, d'un état d'intégration. Il y a des Mhm. différentes parties du cerveau qui traitent les différentes parties d'information. Par exemple, je te vois, tu me vois, je vois tes cheveux, je vois ton visage, tes yeux, ta bouche et tout. Il y a des formes, il y a des couleurs, il y a aussi, tu fais aussi des sons. Donc, c'est une perception intégrée. Ouais. Il Ok. y a des différentes parties du cerveau qui traitent les différentes Mhm. parties d'information qui doivent être intégrées pour nous rendre conscients. Mhm. Donc, C'est ça, ouais. cette intégration, et c'est aussi inséparable. Je ne peux pas voir tes yeux sans voir que tes yeux sont bruns, par exemple. Mhm. Donc, maintenant, pour les ordinateurs, il y a chaque partie de l'ordinateur qui traite un différent type d'informations, mais ils sont indépendants l'un de l'autre. Mhm. Et c'est un peu la même chose avec des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, c'est Large Language Models. Ce sont Mhm. des modèles de langage génératif. Donc, il a été entraîné avec carrément tout le contenu de l'Internet qui a été publié jusqu'en 2021. Donc, c'est la probabilité. Et quand on parle avec chat avec ChatGPT, quand on lui parle pose des questions, tout ça, ils semblent nous parler, qu'il Oui. y ait un être humain derrière. Mais c'est pas la logique, hein. Mhm. C'est des probabilités. Il semble aussi, il a comme un built-in fonction d'être gentil, d'avoir un confirmation bias, il va jamais te gronder, mais il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient parce que c'est juste des probabilités de transition de ce qu'il produit. Mais vraiment être conscient, c'est différent. C'est vraiment pour ça, il faut vivre dans un corps pour être conscient. Mais je vais faire un peu l'avocate du diable, Oui. mais par rapport à la première théorie que tu as mentionnée. Mais en fait, comment ça fonctionne aussi, un réseau de neurones, par exemple, c'est qu'il y a d'abord les premières layers qui sont d'un niveau très bas de traitement, puis ça va aux layers un peu plus hautes qui ont des niveaux de traitement plus hauts. Donc au Oui. final, c'est quand même, ça ressemble au cerveau où d'abord on a les zones sensorielles, puis ensuite on va aller dans les zones un peu de traitement un peu plus Oui, haut niveau. oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est conscient. Moi, c'est un peu différent parce que là, c'est l'idée que la l'information si l'information n'est pas distribuée au-delà des zones sensorielles, Ouais. on ne s'en rend pas compte. Mmh. Si l'activité visuelle, ça arrive au cortex visuel, puis ça monte la voie ventrale, la voie dorsale, ça descend la voie ventrale. Mais vraiment, c'est ça qui Mmh. distingue entre, par exemple, un stimulus qui est vu ou pas vu. Oui, OK. Mais pas qu'on est vraiment conscient, mais qu'on Ouais, se ouais. rend compte d'un stimulus qui est là. C'est un peu comme une caméra. Si la caméra, si la luminosité est suffisamment, elle peut produire une image ou Oui. pas, c'est plutôt ça. OK. Oui, mais Ouais, c'est ouais. pas la Ouais, non, je comprends. Du ah, coup, il y a pas, en fait, l'abstraction, en fait, oui, c'est plutôt les contenus de la Oui. conscience que les niveaux de la OK. conscience. Ben, du coup, aussi, en parlant de niveau de conscience, on a commencé, en parlant du coma. Est-ce que nous, dans notre quotidien, on expérimente aussi différents niveaux de conscience, Mais bien sûr, tous les jours. tous les jours? J'espère. Chaque nuit. J'espère. J'espère que chaque nuit. On est inconscient quand on s'endort. OK. Ah, Donc en on n'est pas ouais. conscient. La question, c'est un peu, bon, si on rêve, est-ce qu'on est conscient ou pas? Oui, bon, on a des perceptions, on a des sensations. Ouais. Quand on rêve, la question, c'est un peu à chacun de décider si on voudrait appeler ça conscient ou pas. Mmh. Mais dans le sommeil profond, on est inconscient.
Aussi, on perd la conscience quand on a une anesthésie générale. Donc, et ce qui est différent entre le sommeil et l'anesthésie, avec le sommeil, quand on se réveille, on a à peu près une notion de combien de temps on a dormi. Peut-être pas à la minute ou Ouais, demi-heure ouais, ouais. près, mais on sait si on a dormi très court, si on a dormi trop long. Avec l'anesthésie, aucune idée. Et en fait, on ne sait pas encore exactement comment ça marche, l'anesthésie. Tu es un peu victime de son propre succès. Chaque jour, il y a je dirais des millions de gens qui doivent subir une anesthésie générale. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Donc, on n'est même pas obligé de De vraiment trop savoir. comprendre Mais comment ça va au niveau du cerveau. et par exemple, du coup, enfin, avec une drogue psychédélique, du coup, on va dans quel, état de conscience? En fait, c'est un état, augmenté ou diminué? Bon, c'est une bonne question. Alors, ce qui se passe, par exemple, avec psilocybin ou LSD, ça déconnecte les différentes parties du cerveau. OK. Le cerveau, il est plus déconnecté, il est moins bien organisé, et c'est pourquoi on a aussi les limites deviennent plus floues, les perceptions changent. Donc, là, on est éveillé et Ouais. on est dans un état de conscience différent. Donc, il y a de nouveau là les niveaux de conscience entre le coma et Ouais. l'éveil. Mais aussi, on peut être éveillé et quand même dans un autre état de conscience. Et du coup, ouais, ça m'amène en fait à, ben, à te demander un peu sur, donc toi, tes projets de recherche, tu travailles sur, en fait, comment certains, éléments, physiologiques vont venir influencer la conscience. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, sur quoi tu travailles actuellement? Oui, très volontiers. C'est un peu, on a ouvert la boîte de Pandora, mais ah, dans une façon positive. Oui. Ah, nous avons 1,5 kg de cerveau. Nous avons plus que 50 kilos de corps autour. Mais le corps, il est intrinsèquement lié au cerveau. Et c'est juste un peu par hasard aussi dans notre culture occidentale, la médecine considère les différents systèmes. Le système nerveux, le système immunitaire, le système cardiovasculaire, parce que ça contient des cellules différentes avec des propriétés différentes qui font des choses différentes. Et chaque médecin, il est expert d'un système, d'un organe, et souvent, il peut aller vraiment très profondément dans les détails. Mais en même temps, tout est lié. Tout est lié à tout. Et puis, normalement, on étudie le cerveau en lui présentant des stimuli et on regarde comment le cerveau traite ces stimuli. Mais en même temps, le cerveau, il reçoit aussi des signaux du corps. C'est aussi le cerveau qui dirige tout le corps. Tous les processus physiologiques, euh, gérés par le cerveau. Et aussi, la fréquence cardiaque est couplée à la phase respiratoire. Ça veut dire le cœur bat plus vite quand on inspire que quand on expire. Et ça, c'est juste... et ce processus, ça s'appelle respiratory sinus arrhythmia. C'est un processus qui est assez complexe. Et c'est réglé sur des différents niveaux. D'un côté, c'est la balance entre les systèmes, le branche sympathétique et parasympathétique du système neuronal autonome. Et en même temps, c'est aussi réglé par l'activité des barorécepteurs. Ce sont des senseurs de l'étirement qui sont, en fait, notamment, ils sont actifs pendant la phase systolique, quand le cœur se contracte, et ils sont silencieux quand le cœur se relâche. Mais ils sont aussi plus actifs pendant l'exhalation que pendant l'inhalation. Et c'est leur fonction principale, c'est de régler la tension artérielle. Mais ces barorécepteurs qui sont actifs pendant la systole, quand le cœur se contracte, et aussi pendant l'expiration, ils relaient un signal au cerveau. Donc, avec chaque battement du cœur, le cerveau reçoit un signal du cœur. Et là, on a fait une expérience hyper simple. Ça ne peut pas être plus simple. En fait, avec ce paradigme, on a pu résoudre 2 grandes discussions dans la littérature. Une de ces discussions, c'est quel est le premier marqueur de la conscience?
quel est le signe le plus précoce qui distingue la perception consciente de la perception de l'inconscient. Il y a certains qui disent qu'il y a une composante de l'EEG assez précoce, vers 100 millisecondes après le stimulus, et d'autres qui ne la trouvent pas. Et nous, on la trouve, mais seulement quand les barorécepteurs sont silencieux. Donc, s'il n'y a pas de signal du corps, si le cerveau doit juste traiter le stimulus visuel, il fait ce marqueur précoce. Par contre, s'il y a un signal du cerveau, le premier marqueur de la conscience, il arrive plus tard. Et donc, c'est vraiment comme le cerveau, il doit pas seulement traiter le stimulus externe et le stimulus, on a ce qu'on appelle interoceptif, mais il doit aussi les distinguer. Et s'il n'arrive pas à faire cette distinction, on ne le voit pas. Mais du coup, quand le cerveau n'arrive pas à distinguer entre les deux stimuli, ça veut dire quoi? Enfin, c'est quoi comme cas de figure, en fait? On le loupe, en fait. Non, peut-être il faut le dire un peu autrement. S'il y a un signal simultanément du corps, le cerveau doit comme distinguer entre les deux. Ça a démontré que l'activité des barorécepteurs, ça a un effet sur ce qu'on appelle l'excitabilité du Mhm. cortex. Donc, s'il y a juste un signal, l'excitabilité du cortex, Oui. c'est plus difficile pour distinguer entre les deux. Et c'est ce qu'on montre. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, dépend comment notre cœur est en train de battre, notre cerveau est plus ou moins alerte. Oui, le cerveau, Stimuli. le cerveau, il est en train de, si tu veux, c'est presque un peu de multitasking, de séparation des différents D'accord. signaux. Et si cette séparation des signaux n'est pas faite d'une façon adéquate, on loupe. Ok. Donc là, par exemple, en fait, ça a permis de redéfinir du coup quel marqueur on utilise pour la conscience. Parce que là, tu disais qu'ils avaient ce marqueur à 100 millisecondes et que du coup, en fait, ça explique pourquoi des fois il n'est pas là et que peut-être c'est pas Voilà, forcément la seule chose à regarder. En fait, ça donne de nouvelles pistes pour étudier ça. exactement. Et Ouais. aussi, c'est aussi un peu une invitation à regarder en dehors du système cognitif. Oui. Hein. Ouais. Parce que voilà, le cerveau et le corps, ils sont intrinsèquement Mhm. liés. Et du coup, tu parlais aussi en fait du système respiratoire qui a du coup un effet sur le cœur, mais on sait aussi probablement sur la conscience. Est-ce que là, tu as aussi vu des choses similaires? Oui, oui, oui. En fait, ce que j'ai décrit, s'il y a un signal du corps ou pas, ça porte et sur la phase cardiaque et sur la phase respiratoire. Ouais. Donc, les effets sont assez similaires pour la phase systolique et exhalation, quand les barorécepteurs sont actifs, et similaires pour la diastole et l'inhalation, Mhm. quand ils sont silencieux. Et c'est ça qui est un peu nouveau ou basique dans cette étude, parce qu'on n'a pas seulement regardé soit l'activité cardiaque, soit l'activité respiratoire, mais les deux ensemble. Ouais. Et aussi, la respiration, c'est un peu like the hot new rhythm in rodent electrophysiology. C'est vraiment, il y a dans les années récentes, il y a beaucoup de recherches qui étaient Oui. portées sur l'effet de la respiration sur l'activité cérébrale. Et on montre que l'activité cérébrale, ça varie avec la respiration. Ouais. Il y a différentes façons de l'étudier. On voit que l'activité dans certaines zones du cerveau sont couplées à la respiration. La respiration, c'est comme un rythme d'échafaudage du cerveau. Ouais. Du coup, nous, on demande toujours en fait à la fin du podcast quel est ton hot topic du moment. Donc, c'est pas forcément obligé d'être lié à ton projet de recherche, ça peut, mais du coup, c'est un sujet qui te passionne, qui t'a piqué ton intérêt. Hot topic, moi, je trouve là, le souffle, c'est vraiment aussi un peu la boîte de Pandora. Ouais. Et aussi vraiment, c'est la liaison entre les différents systèmes qu'on ne peut pas vraiment les séparer. Mhm. Ça serait aussi bien d'inclure le système endocrine, hein, parce que c'est aussi lié au cerveau. Et ça peut aussi avoir des effets très différents Ouais. sur le cerveau aussi, probablement sur la conscience. Et aussi, bien sûr, aussi tout ce qui est AI, d'un côté, ça peut être inquiétant. Et en même temps, ça nous fournit aussi des méthodes pour mieux, par exemple, analyser les données ou arriver à mieux formuler des questions de recherche. Hein. Ok.
Ah ben, merci beaucoup en tout cas, pour, toutes ces explications super intéressantes. C'était un plaisir de t'avoir ici merci. et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté La tête dans les données. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker ou commenter cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans 2 mois pour un prochain épisode. À bientôt!